Dans cet épisode, Les héros de la vente, j'ai l'honneur d'accueillir Mathieu Stéphanie. C'est grâce à Mathieu et son podcast Génération Do It Yourself que les héros de la vente existent. J'ai donc invité Mathieu, qui a un ADN très fort pour la vente, pour venir nous parler de ses expériences d'entrepreneur. Nous allons parler aussi du podcast, qui a été un véritable outil de vente et de marketing pour développer son entreprise Cosa Vostra. Si vous écoutez les héros de la vente, vous avez sans doute des besoins d'amélioration de votre performance commerciale. Contactez notre équipe Vive pour analyser, débriefer les rendez-vous de vos commerciaux et augmenter leurs compétences par une approche de vidéo coaching de haut niveau. Vous trouverez un lien dans les notes de ce podcast pour nous contacter. Très bon épisode à tous. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode des Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir d'inviter Mathieu Stéphanie. Mathieu, salut. Salut Alexandre. Écoute Mathieu, je te l'ai dit en off, je suis très content que tu interviennes sur le podcast. C'est un épisode spécial pour moi. En plus, demain c'est mon anniversaire, donc tu me fais, sans le savoir, un beau cadeau. Bon anniversaire, un peu d'avance alors. Je vais pas te le souhaiter trop tôt, mais je savais pas non plus. Ben écoute Mathieu, merci, ça me touche beaucoup. Alors Mathieu, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, alors je pense beaucoup vont te connaître puisque tu es un peu dans les podcasts de l'entrepreneuriat, tu es un peu une référence. Donc est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs qui ne t'ont jamais entendu sur Génération Do It Yourself? Écoute, déjà, je te remercie de cette invitation. Je suis très touché et je te remercie de me présenter ainsi parce qu'on en parlait un peu aussi en off avant, mais ça me fait toujours quelque chose d'avoir de rencontrer, d'échanger avec des personnes qui connaissent mon travail comme ça. Alors, je suis entrepreneur, j'ai 42 ans, je suis parisien depuis un peu plus de la moitié de ma vie. J'adore cette ville au passage, tu vois, même si je ne suis pas né parisien, donc mes amis parisiens n'oublient pas de me le rappeler. Je suis entrepreneur depuis 2005. C'était mon deuxième job. Mon deuxième job était mon entreprise. La première boîte dans laquelle j'ai travaillé était une sorte d'intrapreneuriat puisque j'étais chez Métro, le quotidien gratuit, qui est d'origine suédoise en l'occurrence, et que j'ai lancé en France avec une bande de Vikings, de Suédois et de Danois, de Hollandais. Voilà, c'était une belle aventure. Et puis après, j'ai lancé une première start-up et puis plusieurs petites entreprises et qui sont devenues par la force des choses une agence qui s'appelle désormais Cosa Vostra depuis 2014, qui est une agence digitale. On fait du conseil, on accompagne des clients français, internationaux, européens, sur plein de territoires jusqu'à, tu vois, ça va de Google, Microsoft à Tageer, à plein de plus petits clients, de PME, de grosses PME pour certaines qui datent de 200 ans, qui font Moser, qui est une des plus belles manufactures, une des plus anciennes manufactures de montres en Suisse, un client qu'on adore. Et puis beaucoup de startups, voilà. Donc on est 70, on est basé à Paris, Lyon, Marseille. Lyon-Marseille, ça c'est métro, tu vois, je te ressors un pitch à ce moment-là. À Paris, Bordeaux, c'est un vieux truc d'il y a 15 ans. À Paris, Bordeaux, Tunis et Londres. Paris, Lyon, Marseille, c'était, ouais, tu vois, c'est drôle, ça c'est de la programmation neurolinguistique. Tu m'as remis dans un contexte vente, etc. Et je me suis rappelé ces trucs tout à l'heure. Donc voilà. Et on est sur 3 pays et c'est une super aventure. On se marre énormément. C'est avant tout une super, je vais te rentrer dans des méga clichés, mais une super aventure humaine. Tu vois, je déjeunais cet après-midi, ce midi, dehors dans un parc avec mon directeur de création, Michael Beyo, et on se disait à quel point on kiffait cette aventure et ça fait 5 ans qu'on bosse ensemble et à quel point c'était cool, quoi. Et moi, c'est tout ce qui compte pour moi, en fait. C'est
c'est d'aller au bureau le matin avec la banane ou de monter dans mon bureau, puisqu'en ce moment, on ne va pas tous les jours au bureau, et de me dire que je suis content de faire ce que je fais. Et voilà. Et en parallèle de ça, accessoirement, ce qui fait qu'on se connaît, mais qui est pas, en tout cas, qui n'était pas destiné à être une grosse activité à l'origine pour moi. J'ai créé un podcast, puis un deuxième, puis d'autres après qu'on produit, mais que j'anime pas. Génération Do It Yourself, qui est un des plus gros podcasts sur l'entrepreneuriat ou plus le développement personnel. Je sais pas comment le définir, c'est un peu compliqué. Ce que je veux, c'est que ce que je veux, c'est passer, alors de manière très égoïste, un bon moment avec mes invités et apprendre des choses. Et comme c'est en open source et que c'est enregistré sur du long format, et ben, tout le monde peut en profiter. Donc je pars du principe que si je passe un bon moment avec lui et que j'apprends plein de choses, et ben, a priori, il y aura des dizaines de milliers, de temps en temps jusqu'à une bonne centaine de milliers de personnes qui va passer un bon moment avec lui et apprendre plein de choses. Donc c'est bien, plus on est de vous, plus on rit. Et surtout, pour finir cette longue présentation digne de Fidel Castro, je dirais que voilà, je pars du principe qu'on est la moyenne des personnes qu'on fréquente et qu'en fréquentant toutes ces personnes, ben, j'augmente ma moyenne et je permets à ceux qui nous écoutent d'augmenter la leur. Voilà. Ouais, et c'est vrai que je te disais avant de lancer l'enregistrement que moi j'ai écouté, j'ai découvert ton podcast il y a 2 ans. C'était un peu après le début du lancement de mon entreprise. Je me suis mis au podcast avec le tien. Les héros de la vente, en fait, c'est un bébé de Génération Do It Yourself, hein, parce que tu m'as donné envie de créer mon podcast. Alors, tu te souviens sans doute pas, mais au tout début, je t'ai même envoyé des messages sur LinkedIn sur la technique et tu m'as gentiment répondu. Donc, Si, je j'étais m'en souviens. vraiment... Ouais. Tu t'en souviens, d'accord? Je m'en Et souviens et je me souviens que c'était avant que j'en reçoive trop ouais. et où, au bout d'un moment, en fait, j'ai décidé d'écrire, de publier parce que ça fait partie. J'essaye d'être à fond dans le partage, mais c'est pas si simple. Et donc, du coup, j'ai décidé d'écrire pour le mettre parce que je pouvais plus répondre à tout le monde et je pouvais plus être aussi essayer d'être aussi sympa en tout cas tout le temps. Et après, on a fait avec Clem Gallet, on a fait une masterclass Entreprendre un podcast, donc un autre projet avec là 5-6 heures de cours de podcast qui cette fois est payant parce que ça nous a demandé beaucoup de boulot, mais qui est vraiment top, dans lequel on met tout ce qu'on sait faire. Ouais, bah, pour information, pendant le premier confinement, j'avais un peu de temps, donc j'avais commencé à créer une formation de podcast. J'étais même passé par Live Mentor pour voir un peu. Et puis finalement, mon quotidien m'a repris et donc j'ai vu ta formation. Je me suis dit bon bah top, au moins ça va être bien fait. Mais très bonne idée, ouais, entreprendre un podcast c'est un média qui va exploser et d'ailleurs c'est un peu ça va être le sujet de notre épisode. Hein, c'est comment le podcast peut être une aide à la vente. Avant de commencer et d'entrer dans le vif du sujet, je voulais te dire, moi, il y a plusieurs de tes invités que j'ai rencontrés. J'ai pris la peine de les contacter après leur épisode. Donc, j'ai rencontré Gilles Chotelat, notamment. On a bu un café à Paris ensemble après qu'il soit passé chez toi. Jean de la Roche-Brochard, qui lui est carrément passé sur les héros de la vente. Alors, c'est un bon client pour le podcast. Ouais. Rachel Delacour, qui a été une de tes premières invitées, et elle m'a fait carrément Numéro une visio. 4, je dirais, ouais. Elle m'a fait une visio coaching au tout début de ma boîte en 2018 et tu vois, elle m'avait dit moi je te conseille Alexandre de faire tous tes rendez-vous par visio, ne te déplace pas à Paris parce que je suis à Toulouse, mets une culture de la visio dans ton entreprise et tu vois cette culture-là, bah, ça me sert aujourd'hui dans l'ère Covid qu'on vit, c'était vraiment un bon conseil. Et surtout, un des épisodes qui m'a marqué chez toi, et là aussi j'ai rencontré l'invité, c'était Christophe Servel de Terre de Café. Ouais. Et donc je suis allé voir Christophe, il m'a fait visiter son torréfacteur, j'ai découvert le café de spécialité et aujourd'hui c'est une passion qui me dévore, je fais des cafés, je fais des dégustations à des amis, enfin, et tu vois, ton podcast, au-delà de m'avoir donné envie de créer un podcast, a changé des choses dans ma vie aussi et m'a permis de rencontrer des très belles personnes. C'est presque tous des invités, mais d'ailleurs une bonne partie de mes invités avec qui je garde une relation très particulière. Gilles, on s'appelle très souvent. Jean, évidemment, aussi. Et puis on se marre bien. Rachel est une femme impressionnante, évidemment. Philippe Servel, peut-être celui que j'ai moins vu par la suite, mais pour autant, je partage ta passion du café. Big time, ouais. Ouais, j'ai cru comprendre ça dans un de tes épisodes avec Olivier d'October qui en a parlé plusieurs fois de ton café.
Donc, écoute, très bien. Bah, on aura l'occasion de parler d'autres épisodes sur cet épisode-là. Si tu veux, on va commencer le sujet. Donc, on va parler de vente et de podcast. Alors, je sais que toi, tu as eu une expérience avec Métro où tu étais vraiment dans la vente. Et ensuite, tu as créé tes entreprises. Alors, l'entrepreneuriat, souvent, c'est créer un produit et ensuite, ou un service et ensuite le vendre. Toi, déjà, c'est quoi ton rapport à la vente, Mathieu? Ah, je suis presque. Euh, je ne vais pas dire que je suis un vendeur né, mais ça fait partie. Je crois que j'ai toujours eu ça dans le sang. J'aime le. Moi, tu me mets dans un souk, tu vois. Je kiffe, quoi. Je suis dans mon élément. Enfin, et j'adore ce game, tu vois. Alors, la négo, tant que c'est vu comme un jeu, en fait, tu vois, en fait, j'ai des fondamentaux qu'il faut absolument pas, auxquels je veux absolument pas déroger. Je déteste les services et les produits de merde, tu vois. Je, je pense que si t'es persuadé que, si t'es pas persuadé que ce que tu vends est bien, il faut absolument changer parce que, en fait, tu peux te satisfaire de gagner de l'argent, mais en fait, ça n'a aucun sens. Donc, je pense qu'il faut un peu trouver du sens. Alors, je vais pas exagérer là-dessus, mais en tout cas, quand on vend des choses qui vous plaisent, qui sont bien, qui changent la vie des gens, bah, c'est quand même vraiment, vraiment beaucoup plus cool et une satisfaction totalement autre que de se dire je vends des énormes arnaques à tout le monde, même si elles rapportent beaucoup d'argent, quoi. Et donc, une fois que tu rentres là-dedans, je trouve que tu vois, il y a un game qui est très bon, qui est très drôle. euh, et je crois, tu vois, enfin, alors moi, je peux passer pour un fou furieux, hein, mais je vais dire, je reviens sur cette histoire du souk pour te donner le cliché poussé à l'extrême. Je peux sortir 3 fois de la boutique avec le mec qui revient me chercher, etc. Et à la fin, pour gratter, mais tu vois, je sais pas, mais 2 euros sur un truc, tu vois. Enfin, mais juste, mais parce que, et en fait, souvent, tu gagnes aussi énormément le respect de ton alter ego parce que, en fait, ça les fait marrer aussi et c'est des professionnels de tout ça. Donc, euh, je suis pas du tout d'une famille. Moi, je viens j'ai grandi en Normandie, d'une famille. Mon père est d'origine corse, pas du tout. Ni comme chez les protestants, ni comme chez les séfarades, tu vois, dans le commerce à donf, etc. Je viens vraiment d'un endroit plus, je sais pas, tu vois, pas d'intellectuels non plus, de notables, de médecins, d'avocats, etc. Et la vente, ça a jamais été un truc. Et moi, euh, j'ai toujours été ouais, perçu comme le sales de la bande, quoi. Et chez Metro, je me suis retrouvé dans mon élément parce que tu vois, comme ces grandes boîtes, alors une bonne partie des boîtes américaines, HP, dans les photocopieurs, etc., dans les années 90-2000, ou Procter, et pas mal de boîtes comme ça, en fait, les apprentissages, si tu voulais monter haut dans ces boîtes-là, il fallait passer par la fonction vente, quoi. Si tu excellais pas dans cette fonction, si tu passais pas sur le terrain à comprendre tes produits, comprendre tes services, savoir ce que tu vendais, pourquoi tu le vendais, etc., etc., tu n'avais quasiment aucune chance de gravir les échelons. Et chez Metro, c'était l'école Kinnevik, Modern Times Group, un gros groupe suédois. Clairement, tu vois, on te dit, tu as beau faire des études, avoir un master, etc., tu vas commencer en bas et tu as le choix entre 2 jobs. C'est soit télésales, soit district sales. Donc le télésales, c'est de la vente par téléphone, et le district sales, tu prends ton petit carnet, tu vas dans la rue, tu commences au bout de la rue et tu finis à la fin de la rue et tu fais toutes les boutiques, quoi. Donc moi, j'ai choisi le télésales, mais j'ai commencé là-dedans, ouais. Ouais, alors c'est marrant parce que on parle beaucoup, notamment dans ce podcast, de l'école de vente anglo-saxonne, notamment avec les Américains qui sont très forts, hein, qui poussent au paroxysme la vente, hein, et c'est les stars des Mhm. boîtes aux États-Unis, les vendeurs, les sales. On parle aussi, tu en as parlé un peu avec le souk, un peu plus de l'école méditerranéenne, tu sais, où c'est la culture latine. Et effectivement, le souk, c'est peut-être une des plus belles écoles de vente quand es confronté à ça. Par contre, l'école nordique, l'école suédoise, là, c'est un peu plus flou pour moi. Donc, Non, alors, si je dois te rassurer là-dessus, le fondateur du Modern Times Group
s'appelait Jan Steinbeck. Et lui, il a longtemps habité à New York. On est très proche d'une école très, très anglo-saxonne, très américaine, avec une approche, alors énormément de training, vraiment énormément de training, Ouais. beaucoup de gens qui venaient, qui reproduisaient. Moi, j'ai participé à ça par la suite au niveau de Métro International où j'ai aidé à développer des pays. Euh, donc on t'accompagne, tu vois, on nous lâchait pas à apprendre voilà, les valeurs de la boîte, les atouts des produits, les réponses à chaque potentielle objection, etc. C'était vraiment hyper pointu, précis et super cool. Et après, un management, là pour le coup, hardcore au possible. À base de carottes et bâtons, quoi. Enfin, c'était même plus carottes et porte, tu vois. Donc, soit tu réussis, soit tu sors, quoi. Et puis, si tu réussissais quelques mois, mais qu'à un moment, tu faisais un peu un mois moyen, on te faisait bien sentir que ton mois était moyen, quoi. Il n'y avait pas trop tu vois, de mémoire. C'était vraiment, voilà. En revanche, quand tu réussissais et que tu réussissais bien, c'est des boîtes où à 22 ans, 23 ans, tu pouvais gagner 15 000 euros de bonus sur un mois, tu vois. Donc finalement, c'était conséquent, quoi. En gros, il y avait un deal qui était très clair. Tu dois faire un objectif qui est quasi inatteignable. J'exagère, hein, mais voilà. Si tu le fais, tu as un bonus qui est conséquent, un fixe, enfin un variable. Donc on touchait un fixe qui était assez bas. Tu as un variable qui doit faire l'équivalent du double de ton fixe. Donc, je vais arrondir, mais en gros, tu gagnes un peu moins de 2 000 euros. Et si jamais tu fais ton objectif qui est très dur à atteindre, tu vas gagner 2 000 plus 4 000. Et puis, au-delà de ça, tu avais des commissions sur les 10%, 20% et 50% et au-delà de ce que tu gagnais. Et les commissions pouvaient être, là, pour le coup, conséquentes, vraiment conséquentes. Donc, si tu arrivais à faire 200% de ton objectif mensuel, puis il y avait des rattrapages trimestriels, etc., tu pouvais gagner vraiment un salaire très confortable. Et pour le coup, il y avait une forme là-dessus tu vois, d'honnêteté, quoi, qui était de dire ok, notre contrat il est comme ça, si tu l'atteins, bah, c'est bien, tu vois, tu vas gagner bien ta vie, si tu l'atteins pas, bah, tant pis pour toi, et si tu surperformes, tu vas gagner vraiment très bien. Et ça, c'était assez cool, je te dis. Ouais. C'est vrai que la gestion du variable comme levier de performance, ça pour le coup, là aussi, je te parlais des Américains. Moi, j'ai bossé pour une boîte américaine. C'est no limit, quoi. T'es pas plafonné en Mm. fait. Donc tu peux doubler, tripler ton salaire si tu réalises des objectifs. Alors tu as parlé de training. C'est vrai que dans ce podcast, je me rends compte après 60 épisodes d'experts de vente, et puis c'est ça que je porte aussi avec ma boîte, c'est que le training c'est fondamental dans la croissance d'une boîte et dans la réussite des commerciaux. Euh, Par contre, le management, là, c'est quelque chose aussi un peu plus nuancé. Là, tu as parlé de management donc hardcore. C'est quoi ton retour d'expérience là-dessus? Qu'est-ce que tu appliques toi avec tes équipes sur le management des sales? Parce que c'est toujours un sujet un peu touchy aussi, ça. Si tu me permets, avant d'aller Ouais, sur le management, de revenir un tout petit peu sur le training, en effet, ouais, parce que j'ai réalisé ça récemment chez Cosa Vostra, ouais, c'est que jusqu'à il y a peu, on était, en fait, il y avait que mes associés et moi qui, entre guillemets, vendions Cosa Vostra et notre business et nos compétences et nos valeurs, etc., etc. Et ouais, depuis un peu plus d'un an, bah, il y a eu Jennifer, puis deux, puis trois, puis quatre personnes qui vont accompagner nos clients. C'est des consultants, mais qui ont une vocation quand même de sales, hein, aussi. Mais ils doivent accompagner nos clients, mais avec un discours, et ils représentent, et c'est très intéressant pour moi, tu vois, de voir que d'autres personnes s'approprient un discours qu'on a créé, autour d'une histoire qu'on a créée. Mais c'est pour ça que le training est très important, parce qu'en fait, moi, si alors déjà, il faut qu'il soit performant, donc ça, c'est une chose. Mais en plus, sinon, ils vont aller vendre des choses, ma boîte, d'une manière absolument, enfin totalement je sais pas, contraire, mais en tout cas pas du tout dans la manière dont nous on veut être vendu, en fait. Donc si on n'entraîne pas les gens, on ne forme pas assez bien les gens, on peut quand même arriver à un truc où ta boîte
qu'elle s'émancipe, c'est très bien, mais qu'elle parte dans une direction que tu n'as pas envie de prendre, c'est quand même pas terrible, en fait. Ouais, Sur ta c'est vrai partie que management, pardon, je pour t'en que prie. les commerciaux, ouais, c'est vrai que c'est quelque chose que tu vois dans beaucoup de boîtes, et notamment moi je suis dans le monde des startups, on le voit beaucoup, c'est que souvent le premier vendeur c'est le fondateur et il va performer puisque c'est son bébé, son produit. Et souvent les premiers commerciaux, premières embauches, bah, ils ont une courbe d'apprentissage qui peut être assez longue et ça peut mettre 1 an voire plus pour que le commercial, le premier commercial, arrive à avoir le même verbatim que son fondateur. Et ça, le training, en fait, ça permet de réduire cette courbe d'apprentissage. Exactement. Et c'est là où nous, on y travaille un peu, mais je pense on est. Tu vois, c'est nouveau pour nous. C'est drôle, c'est que finalement, on s'en rend compte, mais voilà, il y a des gens tous les jours qui vont contacter des clients on my behalf et qui vont leur dire des trucs et je ne sais pas exactement. Donc, il y a un travail intéressant à faire là-dessus. Et c'est vrai que je pense que, tu vois, sur certains métiers, tu parlais de tout faire à distance. Finalement, si c'était enregistré, ou dans les call centers, ou quand c'est enregistré, c'est vrai que dans une dynamique de training, de pouvoir se dire, tiens, en random, je vais aller écouter ce qui s'est passé, ça permet quand même de, plus que de contrôler, d'orienter aussi là où tu veux aller, quoi. Ben, en fait, je t'en ai pas parlé, mais je te le donne en mille. La technologie que je développe, c'est une technologie d'enregistrement, d'analyse et de débriefing de visioconférences, d'appels téléphoniques, et je vends ça à des boîtes pour leur training. Et maintenant, en plus, je donne des coachs de vente qui sont passés sur le podcast en plus et qui vont faire le coaching sur les vidéos. Donc, ils vont revoir les rendez-vous et ils vont te donner les bons tips pour performer et améliorer tes comportements. Mais Voilà. c'est primordial. Moi, dans les formations que j'avais eues, on était souvent filmés. Alors là, Ouais, finalement, à distance, ça permet de le faire autrement. ouais. Mais on se faisait souvent, on était souvent filmés avec un débriefing, avec un coach sur la gestuelle, sur les mots. Tu vois, je me souviens, on en reparle dans certains épisodes avec Marc Simoncini, notamment de l'usage du mais, Ouais. qui anéantit tout ce qui a été dit avant. Parce que si je te dis, il faudrait que tu regardes ça, mais surtout, il faudrait que tu regardes ça, en fait, c'est la deuxième partie de la phrase qui compte. La première, on s'en fout, en fait, quoi. Et, euh, et donc, du coup, on fait attention enfin, on a fait attention à ça beaucoup, mais il faut qu'on se concentre là-dessus. Donc, j'utiliserai Vive avec plaisir. Tu me montreras tout ça. Pour revenir sur ta question sur le management, moi, j'en suis beaucoup revenu, en tout cas, de ce management un peu à la hache dont je parlais tout à l'heure. Euh, Parce qu'en fait, il y avait un. Moi, j'aime bien que les gens se sentent bien chez moi. Ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas être performants, hein, mais avoir une forme. Nous, on avait une pression qui était phénoménale. Et, euh, et tu vois, enfin, si je dois pousser à l'extrême, j'ai quand même eu des vendredis soirs où tu cartonnes un mois de mars et on te dit, tiens, en plus de ta prime, je te donne 2 000 € de surprime pour un peu devant tout le monde avec du champagne pour te dire un peu, tu vois, pour euh, motiver tout le monde et dire voilà ce qui se passe, etc. Ici. Donc là, tu es content, tu bois du champagne, tout le monde picole, finalement, on fait une soirée derrière et puis voilà. Et puis le lundi matin, c'est le mois d'avril, et puis tu arrives, et puis une réunion commerciale très tôt, c'était 8h30, je crois. Et, euh, et là, tu te fais défoncer la gueule. Et là, tu regardes ta boss, tu dis, mais je comprends pas. En fait, vendredi soir, on a fait une bonne soirée, tu étais contente, tu m'as filé 2 000 € de plus devant tout le monde. Là, tout le monde est là en plus. Ah oui, mais ça, c'était le mois de mars, mon chéri, tu vois. Donc là, on est en avril, et ton mois d'avril, en fait, tu as fait un tiers de tes quotas. On sait que quand tu commences à pas à la moitié, tu vas pas machin. Donc, tu as intérêt à le bouger le cul, sinon ça va être chaud pour ta gueule, tu vois. Et donc, si tu veux, il y a un moment où. Et en plus, je délivrais, moi. Mais le mois d'avril, ce mois d'avril, je me suis fait défoncer. Alors, je sais pas si ça a changé la donne, mais je l'ai explosé quand même, tu vois. Et je marchais pas forcément à la pression. Euh, je marchais à la carotte un peu quand même, je dois dire. Ce qui est peut-être moins le cas, puisque quand tu as fait des années d'entrepreneuriat, tu comprends que tu fais pas ça pour l'argent, en tout cas pendant longtemps. Mais en revanche, voilà. Et donc, ayant baigné là-dedans, j'ai eu des années de manager ensuite qui étaient un peu comme ça, où je mettais un peu la pression à tout le monde bêtement. Et honnêtement, je peux pas dire que je le regrette parce que ça faisait partie de mon apprentissage et tout ça, mais je le fais plus parce qu'en fait,
c'est pas agréable d'avoir un berger allemand qui est toujours sur ton dos tout le temps. Donc je crois qu'il faut aussi accorder beaucoup de confiance, beaucoup de valeur, et en revanche, attendre que les gens délivrent, quoi. Moi, je suis très, tu vois, je peux dire à un sales qui arrive chez nous, un consultant, quelqu'un qui va être amené à avoir des fonctions et un PNL en tout cas, je peux lui dire combien tu crois que tu vas faire dans les 6 premiers mois. Souvent, je vais lui baisser ce qu'il va me dire lui-même. Tu vois, j'ai pas forcément cette tendance, je vais lui dire, t'es pas assez ambitieux. Je vais dire, ok, écoute, tu sais quoi, toi, ce que tu me proposes, c'est assez ambitieux. Si tu fais 20% de moins et un peu plus là, ou un peu moins au début, mais un peu plus à la fin, ça me va. Tu vois, mais j'essaye d'être assez fair là-dessus. Voilà. Ouais, très intéressant. C'est vrai que le management des commerciaux, c'est un sujet toujours pas évident. Et là, je prépare justement des épisodes vraiment sur ce sujet, où jusqu'à présent, on était beaucoup sur les méthodes de vente, les techniques de vente. Et là, on va être beaucoup plus aussi sur le management d'équipes commerciales, comment tu les aides à être plus performants sans forcément, effectivement, leur mettre une pression d'enfer, quoi. Non, c'est ça, il faut qu'ils se rendent compte. Enfin, tu vois, c'est quand même dans certains univers, hein, des managers, tu vas les voir, ils vont prendre les commerciaux un peu comme du bétail, quoi. Tu vois, Ouais. c'est bête et méchant, tu leur mets des belles primes, et puis voilà. Et en France, c'est très perçu comme ça en plus, quoi. Je pense qu'on peut avoir une approche beaucoup plus smart de tout ça, beaucoup plus responsabilisante, beaucoup plus, voilà, nous aujourd'hui, nos commerciaux, ils savent que dans un business comme le mien, enfin nos consultants, je dis pas, c'est pas que j'ai honte d'avoir des commerciaux, c'est que je considère que moi mes équipes business, elles doivent avoir une expertise elles-mêmes. Comme elles vendent pas un produit, tu vois, nous on va vendre du conseil, on va vendre de l'accompagnement en UX, en design, en création de site. Si t'es pas capable dès le premier rendez-vous de montrer à ton client que tu comprends ses problématiques, que tu en as déjà eu d'autres, qu'en interne tu as des experts, un tel qui sait ce que c'est que du SEO, ce que c'est que, je sais pas moi, des liens canoniques, s'il faut plutôt une technologie, tu vois, je sais pas moi, un Spotify ou je cherche des termes, mais de nous qu'on utilise du Symfony, je sais plus combien, des tas de frameworks différents. Si tu vas avoir, en l'occurrence, des stratégies de commercialisation pour ton client, pardon, différentes et diverses et variées, comment tu vas faire de la promotion sur des contenus, quelle typologie de contenu, qu'est-ce qui marche en ce moment dans son univers, qu'est-ce qui va toucher sa cible, etc., etc. Si tu comprends pas tout ça, tu peux pas être faire du bon business. Donc, et moi, pour moi, cette valeur, notre sales, il va accompagner le client dans toute sa vie de client. Donc, il va le suivre, il va voir si ça se passe bien chez nous, il va éventuellement chercher des solutions ailleurs. Enfin, c'est quelqu'un qui va trouver des solutions pour notre client, qui va pas forcément essayer de lui vendre des choses à tout bout de champ, quoi. Ouais. Et pour finir sur ce sujet du management, on est aussi sur un paradigme aujourd'hui où finalement le métier de sales, de commercial, c'est un métier qui est en pénurie. Donc en fait, les bons sont quand même rares et les entreprises ont du mal à recruter des bons commerciaux. Donc Oui. si tu mets beaucoup de pression et tu t'en sers comme du bétail et tu as un turnover sur les sales, tu risques d'être en difficulté aussi. Et sachant que, alors comme tu le dis, c'est en pénurie. S'il y a beaucoup de sales, j'imagine qu'il y en a un peu qui écoutent ton podcast. Et c'est aussi un métier dans lequel, en fait, tu peux avoir des ligues, en fait, hein. Tu as la Ligue 1 jusqu'à la Champions League. J'exagère un peu, mais l'équipe nationale, et voilà. Et il y a beaucoup de gens très bons qui sont dans des trucs de sales tout petits, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Moi, à un moment, je me disais, Ouais. alors je ne sais pas exactement combien gagne un sales chez Airbus, mais tu vois, entre vendre même 100 voitures par an dans une concession auto et faire un contrat de 10 Airbus à X milliards, ben, c'est deux sales qui font ça. Alors, il y a des équipes autour, etc., etc. Mais tu vois, finalement, il faut souvent, on a juste chopé un boulot de sales dans un endroit. Et puis on se dit, bon, bah, je suis bien, je gagne pas trop mal ma vie, etc. Et en fait, souvent, tu peux faire plus, peux faire bien. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi sur les sales et la difficulté, la pénurie qu'on voit là-dessus, c'est que, comme tu l'as dit, souvent dans les founders de startups, c'est souvent il y a toujours au moins un sales, enfin,
pas toujours, mais très souvent, parce que tu peux faire le meilleur produit que tu veux. Si tu n'as pas un bon sales qui est dessus, bah, tu iras nulle part. Et du coup, c'est aussi une porte ouverte à tout ça. Donc, la menace aussi que tu as dans du mauvais management de sales, c'est d'avoir des gens qui vont s'en aller pour créer leur boîte, que ce soit en étant agent immobilier ou en créant une future startup licorne qui va gagner un max, quoi. Ok, ça marche, Mathieu. Écoute, on est bavard. Je voulais te demander des conseils sur la partie podcast notamment et comment mettre cette stratégie de podcast dans la vente et comment t'aider avec un podcast dans ta vente. C'est pas grave, on a parlé d'autres choses la première demi-heure, mais on va quand même essayer d'adresser ce sujet. Pour toi, Mathieu, ça a changé quoi pour Cosa Vostra, le podcast Génération Do It Yourself? C'est un feedback qui m'intéresse. Euh, Honnêtement, ce podcast a tout changé pour moi et pour Cosa Vostra. Alors, on parle ici finalement de stratégie d'inbound, hein, Ouais. donc, contrairement à l'outbound, nous, on n'a jamais été hyper fort en outbound, c'est-à-dire décrocher le téléphone, prendre des rendez-vous avec des gens, etc., pour essayer de leur vendre quelque chose, parce que parce qu'en fait, déjà, moi, j'adore pas ça. Et puis, c'est tellement concurrentiel qu'en fait, tu as du mal quand tu as un lead un peu froid comme ça à l'origine de démontrer que tu es meilleur que d'autres, quoi. Donc, l'avantage du podcast et potentiellement d'autres stratégies d'inbound, hein, c'est que tu vas partager. Alors, le podcast est très chaud par rapport à par exemple, de l'inbound fait sur du référencement naturel, sur du savoir, des livres blancs et des choses comme ça, qui est plutôt froid. Euh, et en fait, nous, on délivre, c'était assez involontaire, hein, pour être honnête, mais on délivre par nos podcasts, puisque Laurent, mon associé, qui est le CEO désormais de Cosa Vostra, a un podcast qui s'appelle Le Panier sur le e-commerce. François en a un sur les médias qui s'appelle Mediarama. Moi, j'ai aussi La Martingale, on a Yves Zendev. Enfin, on a développé quand même un univers de podcast assez intéressant. Et en fait, à un moment, là-dessus, tu vas vraiment étaler complètement tes valeurs, quoi, et avoir une approche très authentique. Et ça va développer pour toi et chez toi une obligation de progresser parce qu'en fait, et d'avoir une expertise importante. Je prends l'exemple alors de Laurent avec son podcast Le Panier. T'écoutes le premier épisode, t'écoutes le 50e épisode, c'est plus le même Laurent, quoi, en fait. Il était déjà bon en e-commerce, mais là, il a fait 50 entretiens avec 50 mutants du e-commerce qui lui ont appris plein de choses. Donc, si toi, tu as écouté aussi, tu auras appris autant que lui. Mais peut-être qu'à un moment, tu te diras, bah, ils sont quand même assez cool chez Cosa Vostra, j'aimerais bien bosser avec eux, donc tu vas nous appeler. Si tu n'as pas écouté tous les épisodes, mais que tu sens qu'il a progressé, qu'on n'est pas mauvais, bah, tu vas dire, ok, ils sont pas mauvais, donc voilà. Donc tu vois, c'est assez subliminal, mais nous, ce qu'on cherche à faire comme stratégie, c'est une stratégie qu'avait finalement Coca avec la réclame et la publicité ensuite, qui est de dire, je vais être en top of mind. Quand je pense projet digital, je pense Cosa Vostra. Tu as un besoin d'accompagnement, de conseils, etc. Tu penses à Cosa Vostra. Et donc là, nous, ça nous crée un lead. Il y a des gens qui nous contactent par LinkedIn, par email, par notre site internet, par le formulaire, par tout ce que tu veux. Et après, il faut savoir les gérer. Et là, tu rentres dans une nouvelle dynamique qu'on a découvert avec l'inbound. Ouais, c'est vrai que moi, au contraire de toi, je suis beaucoup dans l'outbound. Mais finalement, le podcast, c'est notre stratégie inbound et on voit que ça commence à marcher. Et c'est très nouveau pour moi. Moi, j'ai toujours eu l'habitude d'aller chercher les deals à la mano. Et là, voir des deals entrants grâce au podcast, ça change le game, comme on dit dans le milieu. Ouais, pardon, Mathieu. Non, je t'en prie, mais nous, ça nous a un peu surpris parce que c'était pas totalement volontaire à l'origine. Ouais. Alors, une fois qu'on a déployé Cosa Vostra et qu'on est passé aux autres podcasts, c'est qu'on avait quand même compris le jeu, hein, et on s'est dit, Ouais. oula, ça c'est intéressant. Mais tu prends dans d'autres univers,
super natifs avec leur podcast qui s'appelle le Super Daily. Enfin, imagine, tous les jours, ils font un Oui. podcast autour des réseaux sociaux. C'est forcément des monstres, en fait. Ils sont forcément bons au bout d'un moment, puisqu'ils font 20 minutes de presque live qu'ils vont diffuser tous les matins. En faisant ça, c'est fantastique. Et donc, du coup, je veux dire, au bout d'un moment, ça marche. Ou alors, tu es un débile et t'apprends rien. Et au bout d'un moment, tu fais un truc inintéressant. Mais voilà, mais il y a un moment, ça s'auto-réalise forcément, tu vois. Et donc, c'est un peu l'approche qu'on a développée avec nos podcasts. La difficulté, j'ai touché ça du doigt tout à l'heure, c'est de savoir gérer l'inbound. Et ça, c'est pas toujours simple non plus. Parce qu'en fait, on te dit, oui, en fait, tu as de la chance, c'est hyper simple maintenant, etc. Mais non, parce que l'inbound, il n'est pas toujours qualifié. Tu sais pas qui vient, tu sais pas exactement ce qu'ils veulent, tu sais pas comment les prendre en considération, etc. En revanche, quand on arrive à avoir un bon fit et que ça marche, mais là, quand je te dis que ça a tout changé, c'est le Hall of Fame parce qu'en fait, tu as des clients ou des prospects qui viennent, qui me connaissent, qui connaissent Laurent, qui connaissent Cosa Vostra déjà, qui voient notre état d'esprit, nos valeurs, etc., qui transpirent de nos podcasts, qui savent comment ils. En fait, j'ai pas à leur prouver qu'on est fort parce qu'en fait, ils le savent. En tout cas, dans les métiers sur lesquels ils viennent nous chercher, ils savent que j'ai les meilleurs sur de l'UX, du design, du SEO, du contenu, etc. Ils le savent. Et d'ailleurs, l'autre aspect intéressant, c'est que j'ai de l'inbound aussi en recrutement. Et j'ai les meilleurs qui viennent chez moi pour me proposer de venir parce qu'ils se disent, moi, en fait, dans mon super cabinet de conseil américain, dans ma super startup ou dans mon super truc, en fait, je m'ennuie ou les valeurs qu'ils vendent ne sont pas les bonnes ou j'ai envie d'aller dans une aventure comme la tienne et ils postulent. Et du coup, en fait, tout ça s'auto-réalise. Je vis dans un monde féerique, tu vois. Ouais, ouais, c'est clair, mais c'est clair que tu dois être pas mal sollicité. Il va falloir traiter, effectivement, scorer un peu les leads entrants. Donc ça, j'imagine que vous faites déjà ça, quoi. Ouais, on le fait notamment parce que tu as des histoires de taille. Et en fait, c'est pas tant. Je te parlais tout à l'heure de vendre des bons produits aux bonnes personnes, des bons services aux bonnes personnes. Et en fait, moi, ce que je rappelle toujours à mes équipes, c'est euh, si jamais à un moment, par exemple, quand un client est trop petit, nous, on ne dit pas qu'il est trop petit parce que ça ne nous intéresse pas et que ça ne fait pas assez d'argent. C'est pas le problème. Le problème, c'est que nous, on ne va pas être capable de délivrer la bonne presta. Un client qui est trop petit, chez nous, en fait, il y a une mise en place d'un projet qui fait que, ben oui, il y a 5 ans, je pouvais accepter de faire un site pour un client à 5 10 000 euros. Aujourd'hui, en fait, nous, on fait des sites pour certains clients sur lesquels c'est leur 4e version du site depuis 2005. Il faut migrer des données, il faut faire des trucs hyper complexes. Il y a des récupérations de SEO, de tas de choses. On fait certains projets à 200, 300, 500 000 euros. Donc, quand tu es armé pour faire des choses comme ça, tu peux plus faire des tout petits sites version 1, etc. C'est pas à nous de le faire, on le fera pas très très bien. Donc, généralement, en revanche, je demande absolument à mes équipes toujours, et ça c'est un premier acte de vente, qui est de dire trouver le meilleur client le meilleur fournisseur pour notre client. On a une liste et je veux absolument qu'on trouve des solutions pour tout le monde. Je veux que, en fait, la première relation avec Cosa Vostra, elle soit bonne tout de suite. Et pour moi, je veux qu'on soit full tapis rouge. La relation client, c'est le nerf de la guerre, quoi. Très bien. Donc, on voit bien que ça a réussi à développer, on va dire, le l'inbound chez vous, chez Cosa Vostra, le podcast. Ça a aussi permis de devenir expert sur certains sujets. Est-ce que tu as des invités qui t'ont appris des choses, notamment sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, sur la vente? Est-ce qu'il y a des invités comme ça auxquels tu penses et tu te dis, celui-là, sur la machine de vente qu'il a fait dans sa boîte, c'est un truc auquel j'avais jamais pensé et en fait, c'est hyper smart. Il y en a, finalement, directement ou indirectement, c'est tous, hein, c'est 100% en vrai, parce que de toute façon, Ouais. c'est quasiment que des gens exceptionnels et finalement, heu, tu prends même un Edgar Gros-Piron, qui est champion olympique de ski artistique, il l'a vendu son titre avant de l'avoir, tu vois? C'est un sales le mec et donc après, évidemment, il y a là, tu me poses des questions plus pointues, plus techniques sur un épisode que j'ai pas sorti encore avec Fred Jousset de Webhelp. Tu sens que chez eux, ils ont développé avec son associé vraiment des techniques et une école qui est
qui est très intéressante et en plus qui est déployée puisque c'est vraiment la relation client, leur nerf de la guerre. Que tu parles aussi potentiellement euh, alors c'est plus sur des logiques d'inbound, mais pas que, de Grégoire Gambato, qui est un des experts de LinkedIn que je connais bien aussi, finalement très intéressant. Et après, dans tous les business en SaaS, évidemment, que ce soit, tu vois, chez Payfit, que ce soit indirectement aussi chez Alan, je cherche, il y en avait un ou deux quand même qui m'avaient... mais il y a un truc, et tu vois, pour moi, qui est... que beaucoup, beaucoup, beaucoup ont travaillé, et tu le sens aussi chez ceux qui sont passés. J'ai quelques personnes qui sont passées chez McKinsey, chez Bain, dans quelques grosses franchises comme ça. C'est le pouvoir de la marque, quoi. Et là, c'est un peu au-dessus de la vente. On est près du marketing, mais c'est un peu entre les deux. Mais c'est aussi tes sales qui vont le faire. C'est-à-dire, euh, euh, nous, Cosa Vostra, je veux que ce soit une marque associée à l'excellence, tu vois. Et c'était, je te parlais de mon déjeuner avec mon directeur de création. Lui, il est pas sales du tout, hein, mais c'est lui qui m'en a parlé. Il m'a dit, il faut qu'on pousse encore, il faut qu'on pousse encore. On a plein de jeunes qui sont bons, mais il faut qu'on recrute des intermédiaires qui sont meilleurs. Parce qu'en fait, c'est un truc qu'on pousse à son paroxysme. Parce qu'en fait, c'est tellement cool de bosser avec des gens excellents et tes clients aussi ben, le voient, le sentent, etc. Que finalement, en termes d'épanouissement personnel, c'est fantastique. Et donc, pour moi, je dirais que les principales inspirations, elles viennent de là. C'est de se dire, en gros, on va essayer de déployer vite et bien, mais quelque chose de très, très bon. Si, je sais aussi un autre dont je voulais te parler, c'est Olivier Brouran de Mantou, M-A-N-T-U, ça s'appelait auparavant Amaris. Lui qui a déployé une boîte, alors là, c'est d'autres écoles de vente, mais alors lui, je pense que tu devrais l'inviter big time. Si tu veux, je te donnerai ses coordonnées s'il est d'accord. Mais en gros, c'est déploiement de pays, ça doit être 60 pays en 13-14 ans, 6000 collaborateurs sur du service, quoi. Donc, c'est une ESN, donc ils vendent des services enfin, c'est finalement indirectement un concurrent. Mais Olivier, c'est une machine, quoi. Et lui, c'est les écoles Altran, Alten, tous ces types voilà, tu arrives, il te dit, mais c'est pas compliqué en fait de vendre du conseil. Tu vas voir quelqu'un, tu lui demandes quels sont ses problèmes et tu lui dis, je vais te les régler. Point, c'est tout. En fait, quand tu post-rationalises ça jusqu'au bout, tu te dis, bah ouais, en fait, c'est assez con, quoi. Après, il faut réussir à les régler. Et c'est là où je te dis que quand les gens viennent chez nous, si c'est pas nous qui réglons leurs problèmes, je veux qu'on les renvoie vers quelqu'un qui les règle. Comme ça, ils sauront qu'on est des problèmes solvers, en fait. Mais voilà, il faut aussi être capable de les prévoir en amont. Il faut être capable de leur donner. C'est pas que gérer des problèmes, c'est aussi donner des idées, être créatif. Nous, on essaie d'apporter des couches en plus à tout ça. Ouais, écoute, vraiment intéressant. On va pouvoir taguer tous ces gens quand je ferai un post LinkedIn sur l'épisode. Ça augmentera le riche. Moi, j'ai un épisode, ça va te surprendre, qui met beaucoup dans la vente. Ça va vraiment te surprendre parce qu'elle n'est pas du tout liée à ce monde-là. C'est Virginie Guyot de la Patrouille de France. Ouais. Et en fait, ce qui m'a marqué, et c'est dans le titre de ton épisode, hein, c'est débriefer pour atteindre l'excellence. Et en fait, moi, je trouve que dans la vente, quand tu arrives à faire ce travail-là de débriefing d'un rendez-vous avec ton manager ou avec un coach de vente, etc., c'est là où tu vas en fait devenir excellent. C'est-à-dire que tu vas savoir exactement là où tu es bon, là où tu as des comportements à corriger. Et la Patrouille de France, moi, je les avais rencontrés il y a quelques années parce que je bossais dans le sport de haut niveau où je vendais des logiciels pour analyser la performance. Et en D'accord. fait, j'avais été voir la Patrouille de France et ils faisaient déjà ça en fait avec d'autres outils. Et tu voyais que c'était millimétré, quoi. Que chaque vidéo de chaque entraînement, donc ils s'entraînent plusieurs heures par jour, ils regardent dans le détail, c'est très chirurgical. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, en fait, on peut pousser son niveau pour être le plus irréprochable possible. On n'arrivera pas sans doute au niveau de la Patrouille de France, mais au moins on progressera. Et moi, cet épisode-là, en fait, m'aide encore aujourd'hui quand je dois pitcher des clients ou des prospects. Je peux leur parler de cet épisode-là, en fait. Mais c'est là où je te dis, hein, je t'ai parlé de Gros Piron, tu vois, mais Virginie Mm. Guyot, évidemment. Mais tu vois, tu prends un Yannick Noah qui Ouais. va te balancer, parler doucement pour se faire entendre. Quelle claque j'ai pris avec Yannick Noah, tu vois. Et en fait, là-dessus, je pense que tu vois, t'as
une sorte de backbone intéressant de gens qui ont du succès et on a cette approche dans la vente, tu sais, c'était en tout cas, c'était un peu ça, quoi. J'avais rencontré des Suédois à Stockholm qui avaient ils vendaient des trucs de RH, des annonces emploi et des choses comme ça. Et ils étaient dans des open space avec de la musique à fond. Il avait des micros qui coupaient le son de la musique, donc les clients l'entendaient pas. Les gens, en fonction du moment de la journée, il allait plus ou moins fort dans les BPM, etc. Lars Eriksson, il s'appelait. J'adorais ce mec, mais c'était un fou furieux. Et en fait, tu vois, quand tu reviens à ce que dit Yannick Noah sur un truc beaucoup plus posé, moi, ça me fait penser à pas mal d'autres personnes avec qui moi j'ai plus envie de bosser. C'est-à-dire, tu vois, moi, des gens dans la hargne, dans les trucs, t'es vraiment dans quelqu'un qui est là, qui va t'écouter, qui va te dire ok, très bien, j'écoute, je réfléchis, je trouve une solution et je t'accompagne. Et en fait, pour moi, quand je te dis que chaque épisode m'inspire, mais il m'inspire dans les relations humaines et l'avance, c'est que ça, c'est de la relation humaine, quoi. Moi, je t'ai épargné mon passage chez Darty, mais moi, j'ai quelle école Darty, quoi, quelle école incroyable de vente. Et en fait, de rencontrer des gens qui de l'un à du premier au suivant, tu vas vendre je vendais des télés et je vais vraiment passer pour un vieux, mais c'était en 98, tu vois, donc c'était encore en francs et je pouvais vendre des télés qui valaient le ratio, c'était de 1 à 15 fois plus cher, tu vois, et pour la Coupe du Monde, et tu avais du paysan du coin, littéralement, qui n'avait pas beaucoup d'argent, voilà, aux bourgeois voire très riches de la ville qui venaient s'acheter sa télé gigantesque, etc. Et, et en fait, avec tout le monde, cette école humaine et tout ça, je trouve ça passionnant d'être capable de donner. J'ai essayé, moi, autant que possible, de faire abstraction des primes qu'on me donnait pour vendre, pardon, comment t'appeler, solder, déstocker certaines choses, parce que j'essayais vraiment d'être celui qui donnait le bon conseil au bon client. Et je pense que pour Darty, c'était une meilleure chose que de se dire vends cette télé parce qu'elle nous rapporte plus, en fait, quoi. Mais je crois vraiment à ça, quoi. Je crois vraiment que il revenait après chez Darty en se disant la dernière fois, le petit gars, il était sympa. Alors, il revenait pas me voir, j'ai passé que 2 mois, mais il a bien écouté ce qu'on a fait. Il m'a donné la bonne télé pour moi. Et pour moi, c'est le long play, quoi, qui est intéressant, je pense. Ouais, c'est marrant ton anecdote de télé, ça me fait penser peut-être à l'un des plus grands vendeurs qui existait en France, qui existe toujours, c'est Bernard Tapie qui a commencé sa carrière à vendre des télés à Marseille. Il allait chez les gens, il installait des télés, il faisait ça en fait, il a commencé comme ça. Je me disais que ça pouvait être un très bon invité pour Génération Do It Yourself. Je suis dessus, mais le problème, c'est qu'il Ok. il a un problème, il a un problème de l'œsophage, je crois, et Ah oui, de je crois santé, que ouais. sa voix est atteinte. Donc, je crois que c'est compliqué. Ok. Malheureusement, mais oui, oui, bien sûr, j'adorerais. Ouais. Écoute, super Mathieu, on a dépassé un peu le timing, alors on va passer aux dernières questions, comme ça je te retiens pas trop. C'est des questions que je pose à tous les invités, un peu questions rapides, donc il y en a 3-4, tu vas voir, c'est très rapide. Si toi, c'est des questions que tu poses d'ailleurs dans ton podcast, Hmm. si tu avais un contenu à conseiller aux auditeurs là qui t'a marqué récemment ou il y a un peu plus longtemps, livre, podcast, ce serait quoi? Là, je relis un. Oh, je vais t'en donner quand même 2 ou 3. Ouais, Alors, un univers très connexe au tien, il y a un livre qu'il faut absolument lire qui s'appelle Delivering Happiness. Je crois que c'est ouais, L'entreprise du bonheur de Tony Hsieh, qui est le fondateur de Zappos, qui s'est fait racheter, je crois, 1,5 milliard par Amazon. Ça, yes. une bible. Il est mort il y a quelques mois. Tony Hsieh, c'est dramatique. C'était un type extraordinaire, ultra visionnaire. Et tu vois, en l'occurrence, qui est vraiment quelqu'un qui prônait avant tout le monde, il disait un service client. Si un de tes clients appelle, et lui, il vendait des chaussures en ligne, hein. Et si un de tes clients appelle et te demande où est-ce que je peux trouver une pizza à côté de mon hôtel, il faut que tu lui répondes, en fait. Il faut pas que tu lui dises mais what the fuck, tu vois. Et, Ouais. et donc, voilà, à lire absolument, Delivering Happiness. Son pendant français qui s'appelle L'excellence du service client de Jonathan Lefebvre, que je recommande aussi. Voilà, très bien documenté, à suivre. En ce moment, je lis un livre qui s'appelle Antifragile, qui est plus technique, pour moi, je relis Antifragile,
Et c'est Nassim Taleb qui avait écrit notamment Le Cygne noir. Ça, pour moi, c'est encore un autre livre de chevet qui parle de l'antifragilité, qui est un concept bien spécifique pour te l'imager en 2 secondes. Si je prends ce verre, que je le fais tomber là, il va se casser. Donc, il va passer d'un format utile à un format inutile et je peux le jeter. Donc, il est fragile. Si je prends cette gourde en plastique, que je la fais tomber par terre, elle va rester une gourde en plastique parce qu'elle est solide. Donc, elle est solide, voilà, donc elle ne casse pas. Donc voilà. Et l'antifragilité, ce serait un objet que je pourrais laisser tomber par terre. Et au moment où il tomberait par terre, eh ben, il progresserait. Donc, c'est vraiment ce concept de se dire, à chaque échec et à chaque épreuve, si je suis antifragile, je dois progresser, je dois l'analyser. Tu vois, on peut parler de débriefing de Virginie Guyot, on peut parler plein de choses. Donc, je vais l'analyser, je vais le comprendre, et la prochaine fois, je ne la ferai plus. Voilà. Donc, en gros, à chaque fois que tu tombes, tu progresses. Et ça, c'est être capable de pousser l'antifragilité à son paroxysme. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il détaille tout ça avec des tas de philosophes, d'auteurs de l'Antiquité. C'est fantastique. Donc voilà, trois bouquins que je peux te proposer déjà. Ouais, très bien. Bah, écoute, Antifragile, tu me l'as bien teasé là, je vais me le commander tout à l'heure. Tu peux y aller. C'est là aussi, je pense que ça va beaucoup m'aider dans mes. Ouais. Les autres, je les ai. Alors, pas Jonathan Lefebvre, mais il y a beaucoup de ces bouquins que j'ai pu lire en anglais. Antifragile, honnêtement, je lis bien en anglais. Je lis beaucoup en anglais. Il fait déjà suffisamment de nœuds au cerveau pour que je te recommande de plutôt le lire en français, quoi. Ok, très bien. Écoute, on va finir là aussi trois dernières questions très rapides. Toi, dans ton quotidien, est-ce qu'il y a des choses qui te permettent d'être performant? Je sais que tu parles dans le podcast parfois de méditation. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui t'aident? Ouais, c'est pareil, je peux pas te faire ça très rapidement parce que j'en essaye plein et tout le temps. Non, non, j'essaye de pas toucher à mon téléphone en premier le matin, notamment. J'essaie de lire un peu avant de me réveiller, avant de me lever du lit. Donc, je lis sur un Kindle, une tablette, mais voilà. Donc ça, je fais attention à pas me mettre tout de suite connecté, regarder mes mails, me polluer, etc. Donc voilà. J'ai des périodes où je médite, des périodes où je médite pas. En ce moment, je médite pas, mais ça m'arrive souvent. Je fais au moins 2 à 3 fois du sport par semaine parce que clairement, j'ai besoin d'évacuer, surtout quand on bouge moins comme maintenant en période. Euh, voilà, donc ça, dès que je fais pas ça, je pète un plomb, je deviens insupportable pour tout le monde autour de moi. J'ai besoin de ces soupapes. Et puis, bah, tu vois, dans ces livres que je lis pas que ça, je peux lire aussi des romans et d'autres choses, mais je suis vraiment une sorte avec les podcasts que j'écoute aussi, dès que je bouge, je suis vraiment dans une sorte de coaching, de volonté de m'améliorer, de devenir une meilleure version de moi-même en permanence, quoi. Donc, pour ça, c'est assez important. J'essaye autant que possible de pas me coucher trop tard. Si j'y arrive avant 11 heures, mon idéal étant, tu vois, sur mon tracker à 10h45 pour pouvoir me lever tôt. Et en effet, quand je me lève tôt, faire un peu de sport, un peu de livres, un peu de lecture, et après, profiter de mes enfants au réveil, quoi. Et voilà, et après, je fais attention à ce que je mange, je bois un peu. Il m'arrive de fumer mais bon, à ce moment moins parce que je sors pas, donc voilà. Mais je fume pas trop. Je suis pas un ayatollah de rien faire, tout faire. Je fais pas trop d'excès en fait, quoi. Ok, très bien. Écoute, je dois être un peu comme toi, mais sur les podcasts, il va falloir que je me calme aussi parce que je me mets à écouter des podcasts à tout moment de la journée, sous la douche, en faisant à manger et tout. Et ma conjointe commence à me dire, bon Alex, déconnecte. Ce qui est pas mal aussi de déconnecter de temps en temps. Ouais, ouais, mais dans ces moments, tu vois, un peu, en effet, en fait, avant lever ou au moment de te coucher, en fait, une demi-heure avant, te dire ce que j'ai pas encore fait, tu vois, et que je voudrais faire. Et j'espère que la prochaine fois qu'on parlera, je te dirai, je l'ai fait, mais typiquement, c'est laisser mon téléphone en dehors de ma chambre. Je pense Ouais. que ça, c'est, tu vois, Sacha de Jumia, il en parle. Je pense que ça, on a laissé les téléphones entrer dans nos vies big time, dans notre intimité tout le temps. Ça devient une sorte d'obsession. C'est-à-dire que souvent, en fait, la chose à laquelle tu penses en te réveillant, c'est allumer ton téléphone.
personne, quoi, tu vois, pour voir ce qui s'est passé. C'était n'importe quoi. Et en fait, je pense que, tu vois, moi j'ai mes enfants qui grandissent, mais être capable de dire à tout le monde le soir, tiens, il y a un panier ici, on le pose là et on vient le chercher demain. Ça permet quand même intellectuellement de passer à autre chose. Et donc, c'est un peu comme ce que tu dis sur les podcasts que tu écoutes, de juste te dire, OK, tu sais quoi, là, c'est fine, quoi. Je vais lire des choses, euh, je vais cogiter, mais je vais pas juste me faire de la bouillie de cerveau sur TikTok, quoi, tu vois. Ouais, mais c'est pareil que toi. Depuis plusieurs mois, on se dit qu'il faut qu'on laisse le portable en dehors de la chambre, par exemple. On le fait pas. Je pense qu'il y a une boîte à créer là, un panier de déconnexion qui rappelle de mettre son portable à partir d'une certaine heure. Ouais. Écoute, super Mathieu. Avant-dernière question, et puis la dernière, tu verras, ça va prendre 2 secondes. Est-ce qu'il y a une vente dans ta carrière qui t'a marqué et qui t'a appris quelque chose, sans forcément rentrer dans le détail, mais plus sur l'apprentissage où tu t'es dit ça va m'aider dans mes prochaines ventes? Alors, s'il y a moi une vente qui m'a marqué plus que toutes les autres, même si j'ai fait des ventes quand même assez dingues, parce que j'ai vendu plusieurs entreprises, euh, on a vendu de l'immobilier, on a vendu enfin, des choses assez achetées, vendues. Tu vois, moi, j'aime bien essayer de vendre tous mes apparts ou tous que j'ai achetés ou vendus, surtout, je les vends toujours sans intermédiaire, quoi. J'essaie de le vendre en direct moi-même, parce que je me dis, il est hors de question que je file 4%, 5%. Je suis un bon vendeur. Qu'est-ce que tu veux que j'aille filer à un autre bon vendeur 4% de ma commission? C'est hors de question. Donc, tu vois, souvent sur des apparts parisiens, ça représente un peu d'argent quand même. Donc, voilà. Mais celle qui m'a marqué vraiment, je crois que moi, j'ai toujours été créatif dans mes ventes. Et à un moment, donc quand je travaillais chez Métro, on galérait au début à vendre du métro. Moi, je vendais de l'espace publicitaire. Donc, pour rappel, Métro, quotidien gratuit, le seul modèle économique, c'était la publicité. Or, les quotidiens historiquement en France, Le Figaro, Le Monde, l'Humanité, Libé, etc., c'est des quotidiens qui fonctionnent sur beaucoup de dynamiques d'abonnement. Il y avait de la pub en plus, mais l'essentiel des revenus, en tout cas, venait des abonnements ou de la vente au numéro. Nous, on arrive avec ces quotidiens gratuits qui étaient mal vus, où on disait, bon, alors on avait une diffusion énorme, hein, d'un nombre de lecteurs énorme, mais tout le monde nous disait, oui, mais attends, ils payent pas, donc c'est pas très quali, etc., etc. C'est jeté dans les poubelles, peu importe, etc. On n'arrivait pas à casser le code là-dessus. Et un jour, je suis allé voir, euh, c'était par le biais d'une agence, tu sais, dans ce business-là, il y a des agences qui font de l'achat d'espace, donc des agences médias. C'était Cara à l'époque, qui gérait ce client qui s'appelle Dell, que tu connais, qui vend des ordinateurs, Dell Computers, qui était basé à Montpellier en l'occurrence. Et, et j'arrivais pas à craquer le code, à leur faire un truc. Je leur dis, écoutez, regardez, on va faire un truc spécial. On va mettre un numéro unique sur Métro pour vendre des ordinateurs Dell avec, voilà, vous avez les prix, comme ça vous allez voir la transformation, le ROI que vous avez réel. Donc vous me garantissez en gros un minimum qui est juste, on va dire les frais d'impression, voilà, donc vraiment quelque chose qui est de l'ordre de 10, 15, 20% du prix total. Et, et puis on va voir ce que ça donne, quoi. Et on avait un nombre de ventes, un nombre de choses qui faisait que s'il dépassait un certain montant, il payait le prix total de la vente et au-delà, il payait plus. Et c'est devenu mon plus gros client en quelques semaines, le plus gros client de Métro International en quelques mois. Et ça a été, tu vois, un epic win qui a fait qu'en fait, on est passé d'un enfin, on a réussi à prouver après avec d'autres clients que même sur des approches de ROI, on était beaucoup plus puissant que les autres. Et même mon concurrent direct à l'époque, qui existe toujours, qui s'appelle 20 minutes, derrière a récupéré le client Dell parce qu'ils se sont dit, OK, la presse gratuite, ça marche, on y va, tu vois. Donc, craquer un truc comme ça sur une approche un peu créative qui est de dire, bah écoute, tu sais quoi, tu payes ce que tu veux, mais voilà, si ça marche, après on continuera, on va faire un accord cadre plus important. Donc voilà, j'ai toujours aimé la créativité dans la vente. Je crois que c'est ce qu'il faut être capable de, quand tu es bloqué, te dire, OK, je vais débloquer ce machin, je vais y arriver, on va faire ça autrement, quoi. Ok, très bien. Alors, donc, approche créative, mais aussi héroïste. Et ça, c'est vrai que c'est souvent fondamental dans une vente, quand tu Tout arrives à à fait. prouver le retour sur investissement. Écoute, Mathieu, dernière question, mais tu m'as déjà un peu répondu. Ce serait qui tu inviterais sur ce podcast pour parler de vente? Tu m'avais dit Olivier Bourran de Mantoux, c'est ça? Ouais, Olivier Brouran, je pense que c'est Ok. une très bonne approche. Je pense que c'est quelqu'un qui est
qui là-dessus a une approche aussi très basée sur la qualité. Donc ouais, je reste là-dessus et j'essaierai de penser à d'autres personnes aussi, ouais. Ok. Écoute, merci. On a dépassé un peu le timing. Je t'en remercie, hein. Et on a fatigué un peu Zencaster aussi, j'ai l'impression. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. Avec le montage, ça ira très bien. J'ai sinon une autre personne que je te recommanderais Ouais. aussi, c'est potentiellement Valérie Descamps, qui est la patronne de Métrobus, qui était mon ancienne patronne chez Métro, en l'occurrence, qui a entre-temps repris la tribune. Je te la proposerai, Valérie Descamps, Super. une femme super que j'admire et qui m'a beaucoup inspiré professionnellement. Ouais. Bah, écoute, avec plaisir, d'autant plus que là, j'invite plusieurs femmes parce que on m'a reproché d'être un peu trop sur les hommes, mais dans la vente, c'est souvent pas évident. Bah, Valérie, je te donnerai ses Ouais. coordonnées. Je pense que c'est intéressant. Ouais. Ok, top. Merci Mathieu. Je vais arrêter l'enregistrement. Merci Alexandre. On peut te joindre, j'imagine, sur Cosa Vostra, le site de Génération Do It Yourself, LinkedIn. Exactement. Je suis ravi d'avoir plein de nouveaux abonnés sur LinkedIn, sur Twitter, sur Instagram, où ils veulent. Mais je suis très actif sur LinkedIn en particulier. Ouais. Parfait. Écoute, merci encore Mathieu et bonne continuation pour tous tes projets alors. Salut Alexandre, merci à vous. Ouais, bonne vente. Voilà, j'espère que ça vous a plu cet épisode avec Mathieu, Stéphanie. On a eu pas mal de petits bugs pendant l'épisode, ça s'est pas entendu parce que j'ai passé un peu de temps en montage. Bon, c'est les joies du podcast, hein. N'hésitez pas à noter 5 sur 5, ça m'aide beaucoup, ça me motive à continuer ces épisodes. Je vous mets dans les notes des liens pour s'abonner à la newsletter Les Chroniques de la Vente. C'est vraiment un bon complément au podcast. Je vous mets aussi un lien Tipeee si vous voulez soutenir autrement l'épisode avec des petits cadeaux à la clé. Et bien sûr, je vous invite à contacter notre équipe si vous voulez faire progresser vos équipes sur de la vente avec notre logiciel d'analyse et de débrief de visioconférence. On met aussi à disposition des coachs de vente qui sont passés dans le podcast, qui peuvent vous faire des sprints de vente sur 2 mois sur des thèmes très précis comme le phoning, les rendez-vous de découverte, de closing, l'onboarding, la négociation complexe. Voilà, donc je vous invite à me contacter. On va faire des choses très grands ensemble et on va améliorer les performances de vos vendeurs. À bientôt tout le monde et à très vite pour le prochain épisode.